Bon, les gars, allez chercher un truc à grignoter, laissez votre avis après, et on plonge la tête la première dans le carnage. L'histoire commence dans une pièce qui ressemble plus à un abattoir qu'à un endroit où quelqu'un est censé habiter. Une foule est tassée là-dedans. Personne ne crie. Personne ne panique. Ils sont juste en train de découper un homme en morceaux avec un calme glaçant. Par terre, c'est notre protagoniste, Zhang. Sa vision tremble, son visage est couvert de sang, et chaque respiration sonne comme si ça pouvait être la dernière. Quand enfin ses yeux arrivent à faire la mise au point, il distingue une silhouette familière à travers le flou. Une jeune femme s'avance avec un sourire qui n'a rien à faire dans une scène pareille. Tranquillement, elle se donne le mérite, c'est elle qui l'a piégé pour qu'il ouvre la porte. Donc, évidemment, elle a droit à une portion extra de viande. Quelqu'un va même jusqu'à ramasser la main tranchée de Zhang et la lui tendre, comme s'il partageait un rôti lors d'un repas de famille. Dans ces dernières secondes, Zhang comprend enfin à quel point il a été naïf. Il serre les dents et arrache un dernier serment, à moitié étouffé, si quelque chose existe après la mort, pour ce qu'ils lui ont fait aujourd'hui, ils le paieront 100 fois. Le monde s'éteint. La douleur, les voix, la pièce, tout se dissout dans le noir. Quand Zhang rouvre les yeux, il est en train de fixer le plafond de son appartement. Plus de sang. Plus de couteaux. Plus de cannibales. Il se redresse d'un coup, haletant, vérifie son corps, ses bras, ses jambes. Tout est à sa place. Pendant une seconde, il se demande, ces monstres ont vraiment raté le coup? Puis il voit la date sur l'écran de son téléphone. 12 novembre. Et là, tout s'emboîte. Ce n'est pas un rêve. On est un mois avant le jour où le monde sera enterré sous la glace. Zhang se précipite sur le balcon. La ville est toujours vivante, la circulation roule, les gens marchent, le soleil se reflète sur les façades en verre. Pas de neige, pas de tempête, pas de hurlements. Il s'agrippe à la rambarde et se met à rire, pas de joie, mais d'incrédulité pure. La dernière fois, en décembre 2050, un météorite a fondu sur la Terre en rugissant. L'impact n'a pas juste abîmé le climat, il l'a complètement réécrit. Les températures ont chuté à -60, voire -70. Des blizzards ont hurlé pendant plus d'un mois, transformant les villes en tombeaux gelés. La plupart des formes de vie, animaux, plantes et surtout humains n'ont tout simplement pas tenu. Zhang n'a survécu à cet enfer que parce qu'il avait accumulé des provisions chez lui. Mais quand la vraie panique a commencé, les gens même en qui il avait confiance se sont transformés en bêtes. Ils lui ont volé sa nourriture. Ils l'ont démembré. Ils ont même utilisé ses os pour faire de la soupe. Il serre le poing si fort que ses jointures blanchissent. Cette fois, jure-t-il, ce sera différent. Il rentre à l'intérieur et inspire profondément. Priorité numéro 1, rester en vie. Priorité numéro 2, accumuler assez de provisions pour tenir l'apocalypse. Priorité numéro 3, présenter l'addition à chaque traître de son ancienne vie. Nourriture. Eau. Chaleur. Médicaments. Et bien sûr, des armes. Pas seulement pour chasser, mais pour être sûr que plus personne n'osera le traiter comme du bétail. Pendant que Zhang élabore son plan, quelque chose de bizarre se produit. Sa vision se brouille un instant. Une douleur aiguë lui transperce l'œil. Il le frotte, agacé. Génial. C'est exactement ce qu'il me manquait, des problèmes de vue en plein apocalypse. Mais quand il rouvre les yeux, l'appartement a disparu. Il se tient debout dans un espace immense, vide et silencieux, une dimension blanche qui s'étend à perte de vue. Comme si un dieu du stockage s'était construit un terrain de jeu privé. La réalité le percute de plein fouet. Ce n'est pas une illusion. C'est son espace de stockage personnel. Une dimension de poche où il peut empiler des montagnes de ressources, loin des voleurs, des voisins trop curieux ou des membres de la famille solidaire. Un sourire se dessine lentement sur son visage. S'il parvient à transférer un entrepôt entier de nourriture ici dedans, il ne se contentera pas de survivre à un âge de glace. Il pourra manger à sa faim pendant 10 vies. Le soleil se reflète sur les vitres des gratte-ciel quand on passe au mouvement suivant du plan de Zhang. Si le monde doit geler,
alors autant profiter de quelques luxes avant. Donc, évidemment, direction, restaurant de luxe. Zan est assis devant une table couverte de plats qui, chacun, semble valoir un salaire mensuel. Viande, fruits de mer, dessert, il y a de tout. Il ne mange pas comme un gentleman. Il baffre comme quelqu'un qui a déjà vu l'humanité racler le fond d'un pot de nouilles instantanées et appeler ça un festin. Le serveur le regarde de côté, abasourdi, se demandant comment un type aussi mince peut faire disparaître autant de nourriture dans un seul estomac. Zan est presque au bord des larmes en mangeant. Dans sa vie précédente, pendant ces jours glacés, les gens auraient vendu leur âme pour un simple bol de nouilles bas de gamme. Maintenant, lui goûte à des choses que ces gens-là ne reverront jamais. Quand il finit par partir, il n'est pas le seul à avoir remarqué ce qu'il vient de dépenser. À la porte, le portier lui tend une carte VIP et lui rappelle, très poliment, la somme astronomique qu'il vient de laisser, en ajoutant qu'ils espèrent le revoir très bientôt. Non loin de là, deux filles donquines, cheveux longs et sourire parfaitement calculés se mettent aussitôt en alerte. La fille aux cheveux foncés donne un petit coup de coude à Kin. Alors comme ça, ton toutou pauvre et fidèle est en fait blindé de thunes. On dirait bien que ton chiot s'est révélé être une mine d'or ambulante. À voix haute, c'est une blague. À l'intérieur, elle se demande si Zan n'aurait pas fait semblant d'être fauché tout ce temps. Kin rougit et s'approche de Zan comme si elle venait de le croiser par hasard. Elle lui demande comment il s'est retrouvé dans un endroit aussi cher, en jouant les timides toutes douces. Zan la regarde avec un visage parfaitement neutre. Dans cette vie, elle a l'air gentille, douce, inoffensive. Dans l'autre, elle faisait partie des raisons pour lesquelles il est mort. Ses petites mains innocentes ont aidé à l'emmener tout droit à la marmite. Il a encore l'impression de sentir l'odeur du bouillon. Il force un sourire poli, récupère sa carte VIP et explique qu'il va faire quelques achats. De l'extérieur, ça ressemble à une simple conversation banale. À l'intérieur, la décision est déjà prise, si ses filles veulent le suivre, tant mieux. Il va les utiliser comme main-d'œuvre gratuite, avant de leur réserver une place en enfer dans la prochaine vie. Les filles se collent à lui immédiatement. Oh, quelle coïncidence, nous aussi on allait faire du shopping. Mais oui, bien sûr. Quelle surprise. Cut sur le supermarché. Zan pousse un chariot. Les filles poussent les leurs. Et chaque chariot déborde de nourriture comme si elle se préparait à un siège médiéval. Les filles regardent les montagnes de nouilles instantanées, de riz, de conserves, de snacks. Tu prépares un camp de survie ou quoi, demande l'une. Tu comptes faire quoi avec tout ça? Zan soulève quelques sachets et répond vaguement, on sait jamais ce qui peut arriver. Je préfère être prêt, au cas où il se passe un truc grave. Elles n'ont aucune idée que un truc grave veut dire au cas où la planète entière se transforme en cimetière glacé. L'une des filles fronce les sourcils, pas ravie du tout de voir qu'il prend tout ça aussi au sérieux. À force de l'aider autant, il pourrait au moins les inviter à dîner, non? Zan sourit, toujours en jouant le gars cool. Ce mois-ci, je suis débordé. Le mois prochain, je vous invite comme il faut. Le mois prochain, le monde sera enseveli sous la neige. Si elles sont encore en vie, le dîner sera le dernier de leurs soucis. La fille aux cheveux sombres plisse les yeux. Avec l'argent que Zan balance, c'est dur de croire qu'il porte lui-même toute cette nourriture. Un type comme ça devrait envoyer des employés à sa place, non? Kin intervient aussitôt, en attrapant son ami par le bras. Ne fais pas attention, elle est juste crevée. Elle insiste sur le fait que Zan est quelqu'un de bien. Zan se contente de hocher la tête poliment. Ne vous en faites pas. Tout va bien. Non, rien ne va. Mais elles finiront par le découvrir. Un peu plus tard, ils arrivent à l'entrée du complexe où Zan habite. Il paie à la réception, carte glissant sur le terminal pendant que les chariots passent les uns après les autres, chargés comme des mules. Il baisse la tête, pensif, qu'ils disent qu'il est fou. Qu'il murmure qu'il accumule trop. Dans un mois, quand la ville sera figée dans la glace, il sera le seul à avoir le ventre plein. Et là, ils comprendront enfin qui étaient les vrais cinglés. Une femme avec un enfant dans les bras observe le défilé de courses. Ses yeux s'agrandissent en voyant toute cette nourriture. Il compte vraiment tout garder pour lui et nous laisser crever, nous, grince-t-elle intérieurement.
Une vieille dame tente Lin sourit et demande si tout ça, c'est une nouvelle livraison pour l'immeuble. Qin se dépêche d'expliquer que c'est l'achat personnel de Zhang, et qu'elles ne font que l'aider à transporter les sacs. La vieille plante alors son regard dans celui de Zhang. Tu vas vraiment laisser tante Lin sans rien à manger? L'enfant qu'elle porte attrape une barre de chocolat dans un des sacs. Avant même de s'en rendre compte, Zhang la lui reprend d'un geste réflexe. Ça, c'est à moi, dit-il sèchement. Je l'ai payé. L'enfant explose, hurle que si Zhang ne lui rend pas le chocolat, il va le tuer. Parfait. L'apocalypse arrive et ce gosse est déjà en train de s'entraîner pour le rôle du petit méchant. Zhang le pointe du doigt et l'avertit de faire attention à ce qu'il dit un mot de trop, et c'est lui qui s'occupera de l'éduquer. Les yeux de tante Lin s'illuminent. Tu as quel âge pour te permettre de gronder le fils des autres, crache-t-elle. C'est si compliqué que ça de donner une barre de chocolat à un enfant? Elle tend la main. Bon. Je te l'achète. Je te ferai un virement après. Zhang lui tend simplement son téléphone. Ce sont MES Provisions, dit-il. Donc soit tu paies tout de suite, soit tu vas au supermarché t'en acheter une. Le couloir se fige. Tante Lin regarde le téléphone, sidérée. Puis, tandis que Zhang et les fils s'éloignent avec les chariots, elle hurle dans leur dos, « Je suis la responsable du comité de résidence. Tu vas le regretter. » Bien sûr, tante Lin. Dans un mois, la seule avec qui tu vas te disputer, c'est le vent glacial. Plus tard, les portes de l'ascenseur se referment derrière eux. Zhang arrive à son appartement, invite les filles à entrer une seconde avec un petit « La prochaine fois je vous recevrai comme il faut » et leur claque la porte au nez juste après. Une fois seul, il tend la main vers le vide, et le monde bascule. Cartons, sacs et piles de nourriture disparaissent du salon pour réapparaître bien rangés dans son espace de stockage. C'est le premier gros test de sa nouvelle capacité. Tout faire entrer. Voir ce qu'il advient avec le temps. Tout classer. Et ensuite passer à la phase 2, médicaments et fortification. Zhang esquisse un plan simple. D'abord, nourriture et provisions de base. Ensuite, médicaments et produits du quotidien. Enfin, transformer l'appart en forteresse de fer imprenable. Il lui faut de l'isolation, un chauffage de secours, des murs solides et une porte qu'une foule enragée ne pourra jamais défoncer. Et les armes, alors? Pieds de biche, hache, couteau, ça se trouve facilement. Les armes à feu, par contre, c'est une autre histoire. Il se laisse tomber sur le canapé et fixe le plafond. 1 mois. Il a 1 mois pour transformer un appartement lambda en bunker de fin du monde. S'il n'a plus de liquide, il vendra ses biens. L'argent ne vaudra plus rien quand la tempête commencera. Le matin arrive. La lumière du soleil traverse les fenêtres, sans avoir la moindre idée du compte à rebours que Zhang a dans la tête. Il recommence à expérimenter avec sa dimension de stockage. Il en sort des légumes, de la viande et d'autres ingrédients déjà rangés la veille. Tout est parfaitement frais. Mais quand il essaie de récupérer des poissons vivants, il n'y en a plus. Mort. Plus aucune trace de vie. Donc, le temps à l'intérieur ne fait pas pourrir la nourriture, mais il tue les êtres vivants. Il grave ça dans sa mémoire, entrepôt, parfait pour les provisions. Catastrophique pour les animaux de compagnie. Zhang jette un œil à son téléphone et prend une décision. Si les ingrédients crus se conservent, qu'en est-il de la nourriture déjà préparée? Il appelle son contact au restaurant et demande à parler au patron. Zhang explique posément qu'il prépare une énorme fête pour ses amis, 3 jours et 3 nuits, non-stop. Le gérant manque de s'étouffer. Ce genre de banquet va coûter au moins 1 million, le prévient-il. Et il leur faut un acompte de 200 000. Zhang ne cligne même pas des yeux. Il regarde son solde, hoche la tête une fois, et fait le virement sur le champ. Si dans 1 mois l'argent ne sera plus que du papier coloré, autant le brûler maintenant. Ensuite, il sort les documents de propriété. L'appartement de ses parents, ses économies, tout ce qu'il possède, tout est sur le point d'être transformé en carburant pour sa survie. Il se rend dans un bureau de prêt. En plein quartier financier, Zhang entre dans une société de crédit.
Il a environ 6 millions sur son compte. Il lui en faut plus. Il explique sa situation enfin, la version légale de l'histoire. Il veut un gros prêt. Il se fiche que les intérêts soient monstrueux. Il remboursera aussi vite que possible. Le directeur se cale au fond de son siège, le regard froid. Le taux, c'est 40%, annonce-t-il comme si de rien n'était. Si vous empruntez 5 millions, vous en rendez 7. La plupart des gens feraient demi-tour. Zhang signe le contrat. Puis vient le détail qui tue, la garantie. Zhang fronce les sourcils, mettant les papiers de sa maison. Il insiste sur le fait que son appartement vaut plus de 5 millions. Il peut servir de garantie. En plus, il a une voiture à 300 000 qu'ils peuvent garder s'il ne paye pas. Le directeur jette à peine un œil aux documents. 4 millions tout au plus, tranche-t-il. Je ne vois pas d'où vous sortez 5. La patience de Zhang commence à se fissurer. Il les supplie de l'aider. Il a besoin de cet argent. Il est prêt à rembourser plus de 7 millions s'il le faut. Après l'avoir observé un moment, le directeur change de tactique. Très bien. Il va faire une exception et approuver 4 millions. Zhang accepte aussitôt. Dans sa tête, il sait très bien à quoi il a affaire, un prêt piège. Mais il sait aussi une chose que le directeur ignore totalement, dans un mois, ses bureaux seront ensevelis sous la neige. Personne ne sera encore vivant pour lui réclamer quoi que ce soit. Il s'en va avec un grand sourire. Le personnel le regarde partir et murmure qu'il est fou. Aucun gars normal ne pourrait rembourser une telle somme. Et sur un point, ils sont tous d'accord, un poisson aussi gros, ça ne devrait jamais filer entre les mailles du filet. Zhang monte dans sa voiture et vérifie son téléphone. Les chiffres se mettent à jour. Son solde grimpe à 9 millions. À ses yeux, ses prêteurs sont des gens formidables, de très généreux donateurs pour son fonds de survie. Cut sur un bâtiment chic, l'une des plus grandes entreprises de sécurité du pays. Il protège politiciens et célébrités. Zhang sirote un café dans la salle d'attente, en se rappelant une rumeur de sa vie d'avant, le fils d'un magnate aurait fait construire un bunker privé à 1 milliard. À l'époque, Zhang pensait que c'était une légende urbaine. Maintenant que l'âge de glace arrive, ça ressemble plutôt à un mode d'emploi. Un homme en costume s'avance et se présente comme Hué, directeur commercial. Il se serre la main. Zhang va droit au but, il veut un refuge. Pas un truc mignon, un truc capable de tenir jusqu'à la fin du monde. Les yeux de Hué brillent d'intérêt et il sort immédiatement des plans et des catalogues. Il s'installe, et Hué lui explique, leur boîte est au niveau international. Peu importe où se trouve la maison, peu importe sa taille, après leur passage, elle devient une forteresse. Zhang parcourt les dessins. Murs renforcés. Épaisseur d'isolation. Système de surveillance haut de gamme. Vitres blindées ultra résistantes. Une porte blindée qui a l'air tout droit sortie d'une banque. Il se caresse le menton. C'est exactement ce qu'il lui faut, une boîte en acier dans laquelle personne ne peut entrer. Hué pose un autre plan sur la table. Il mentionne, presque en passant, que dans une autre vie il a été mercenaire à l'étranger, donc les fortifications, ça le connaît. Les yeux de Zhang s'illuminent. Si Hué a des contacts dehors, il peut peut-être lui trouver autre chose. Des armes. Zhang joue la carte de la gêne. Il raconte une histoire de dispute sur la route avec des types louches. Il jure avoir aperçu des fusils d'assaut. Du coup, il a peur, alors il veut, de la protection. Hué referme les yeux, pensif. Des contacts, il en a. Mais pas au point de distribuer des armes à feu à un inconnu. Pour le moment, il se contente de lui dire que les travaux prendront environ 2 semaines. Et que s'il trouve un moyen de l'aider sur cette autre demande, il le recontactera. Zhang acquiesce, souriant à l'extérieur, cerveau en mode calcul à l'intérieur. Très bien. Les fusils, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, il y a un autre endroit où il doit aller, le club de chasse. Cut sur le stand de tir. Un employé lui remet son matériel et lui rappelle, si vous partez en Afrique, prenez vraiment du bon équipement, d'accord? La sécurité avant tout. Zhang rit et répond qu'il part avec des amis, qu'il compte bien rentabiliser son nouveau matériel. Dans sa voiture,
Une grosse arbalète repose à côté d'un tas de flèches et de plusieurs couteaux de chasse. Zhang ressent une drôle de forme de soulagement. Heureusement, il a une licence de chasseur. Si quelqu'un lui demande pourquoi il se balade armé comme ça, il n'a qu'à sortir les papiers. Sur le chemin du retour, il entend du bruit près de l'immeuble. À l'entrée, un homme discute avec les gardiens pour faire entrer plusieurs camions. Les gardes se méfient, pour faire passer autant de marchandises, il faut l'autorisation du propriétaire. Zhang s'avance et fait un signe de la main. C'est pour moi. Laissez-les entrer. Le garde se tourne, voit Zhang, puis la file de camions derrière lui. Dans ces camions, il y a assez de nourriture pour nourrir des centaines, voire des milliers de personnes. Les curieux n'en reviennent pas, c'est de la bouffe pour 1000 tables, murmure quelqu'un. Mais c'est qui, ce type? Un peu plus loin, plusieurs filles regardent la scène, les yeux ronds. Pour elles, il vient de se transformer en portefeuille sur pattes. Qin se mord la lèvre, en se répétant que oui, il est vraiment riche, et qu'elle ferait mieux de ne surtout pas le décevoir. Zhang lève la main et donne ses consignes aux ouvriers. Amenez tout ça au dépôt d'abord. Je m'occuperai du reste. Les ouvriers acquiescent et se mettent au travail. Derrière lui, Qin arrive en feignant de ne rien comprendre à ce qui se passe. Zhang ne se retourne même pas. Dans sa tête, il lui adresse un petit message, continue de faire semblant d'être innocente, quand la réalité te tombera dessus, c'est moi qui t'ouvrirai la porte de l'enfer. Il ouvre la porte de son appartement. Un employé lui annonce que le banquet complet est arrivé, de quoi préparer 500 tables. Des caisses et encore des caisses remplissent le couloir. Zhang se met sur le côté et commence à les transférer, une par une, dans sa dimension de stockage. Dans sa tête, il se voit littéralement allongé sur ces montagnes de plats, en train de manger jusqu'à la fin de ses jours. Franchement, je le respecte. Le lendemain, les ouvriers entrent et sortent de l'appartement, mesurent les murs, percent, installent des matériaux. Les voisins passent devant la porte et chuchotent. Il y a quelques jours à peine, il remontait 3 chariots de nourriture du supermarché. Et maintenant, il fait refaire son appart comme s'il construisait un bunker. Il se demande ce qui a bien pu lui prendre. Zhang consulte ses messages. Huel informe que, dans 3 jours, quelqu'un est prêt à lui fournir une arme à feu, mais que le prix est salé. Zhang n'hésite même pas. Il tape dans la main d'un des ouvriers, leur dit que l'appart est entre leurs bonnes mains et précise qu'il va aller vivre à l'hôtel pendant quelque temps. En remontant le couloir, il ne peut pas s'empêcher de sourire. Dans 1 mois, quand le ciel sera entièrement blanc et que la ville hurlera sous la tempête de neige, tous ces gens comprendront enfin qui était le vrai malade. Pour finir, Zhang va voir le directeur Zhu dans son entreprise. Il lui explique qu'il a besoin de temps libre, beaucoup. Il raconte que sa sœur et son mari gèrent une grosse société et ont besoin de lui sur un projet. Il propose de payer le double, promet que l'entreprise n'y perdra pas un centime et insiste lourdement. Le directeur Zhu réfléchit, puis accepte de lui accorder 20 jours de congé, en promettant de lui faire envoyer ses affaires. Zhang le remercie avec enthousiasme et lui fait le virement immédiatement. Plus tard, il se tient au milieu d'un entrepôt rempli de provisions. Nourriture. Outils. Vêtements. Matériel. De quoi faire survivre au moins 1 millier de personnes. Il enfonce une casquette sur sa tête. Même avec tout ça, il ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Il lui faut un plan B. Un endroit où se réfugier, ou disparaître, si tout tourne mal. Parce qu'il y a une chose dont il est absolument certain, cette fois, quand le monde gèlera, il ne sera plus la victime allongée par terre. Ce sera le type derrière la porte blindée, en train de regarder les autres réaliser, beaucoup trop tard, que le fou avait raison depuis le début.